guerre éclatait en Europe. Pour beaucoup de soldats, la mobilisation représentait un lourd sacrifice, mais tous, du premier au dernier, étaient prêts à donner leur vie pour le pays. En 12 mois, la Suisse a été transformée en une véritable forteresse. Une armée vigilante garda sans défaillance nos frontières. Alors, je m'appelle Hervé Devecq, je me suis intéressé à la fortification, racolée, entre guillemets, par Arsène Plon de Boncourt, le grand collectionneur d'armes, et je suis devenu président de la fondation qui a acheté l'ouvrage du Chetla que nous allons visiter. Cet ouvrage, on l'a acheté en 2001 au département militaire fédéral. Il comprenait donc le fortin du Chetla, celui qu'on appelle le J, qui est le contre-ouvrage, et 16 000 mètres carrés de terrain. Alors le fortin du Chetla et le fortin du J ont commencé à être construits à partir de juin 1939. Il a été remis à la troupe début juin 1940. On a surtout aménagé les extérieurs pour que les visiteurs puissent le faire à l'extérieur sans danger. On a aménagé un sentier d'accès depuis les mallettes et à l'intérieur, on a acheté du matériel, on a fait en sorte que les visiteurs, souvent des personnes d'un certain âge ou d'un âge certain, puissent le faire sans le moindre danger. Alors nous trouvons dans la casemate du canon anti-char de 9 cm de l'ouvrage du Chetla. C'est une pièce qui date des années 1960. Elle est capable de tirer de nuit par brouillard ou par beau temps des obus anti-char contre les chars qui se présenteraient sur la route des Rangiers. Et elle est servie par 4 hommes. Il y a un pointeur, il y a un chargeur, et il y a un commandant ainsi qu'un observateur. Cet équipage, bien entraîné, arrive à tirer une quinzaine, une vingtaine de coups par minute. Ils peuvent tirer de nuit parce qu'il y a tous les éléments de tir qui ont été calculés, qui sont reportés sur une plaque d'aluminium. Il suffit de pointer le pantographe du système sur le point ordonné et le canon est automatiquement pointé sur le but. Alors nous nous trouvons devant l'embrasure du canon anti-char. Ce canon anti-char se trouve derrière une partie en béton qui elle-même est camouflée par un treillis peint aux couleurs de l'environnement, de façon à ce qu'on ne puisse pas localiser l'embrasure à moins de 200-300 mètres. Il est clair que si on tire, eh bien, il faut descendre le treillis et puis il faut ouvrir les écoutilles blindées qui sont derrière pour que le canon puisse être mis en position. Le canon tire sur la route
Cornol-les-Rangiers, au virage dit du Châtelat, c'est-à-dire en gros à 300 mètres, 400 mètres d'ici. Sa portée pratique était de 400-500 mètres. Nous nous trouvons devant la vitrine, si vous me passez l'expression, qui présente la mitrailleuse qui équipait le Châtelat en 1939. Il s'agit d'une mitrailleuse dite 1911, qui était utilisée par la Première Guerre mondiale et qui a servi jusqu'aux années 1950. Dans la même vitrine, vous voyez un fusil d'assaut 57 préparé pour le tir dans les embrasures des portes blindées du fort. Et puis de l'autre côté, c'est le fusil mitrailleur 1925 que les équipages de Fortin avaient ou en avaient un certain nombre. On se trouve dans la casemate de la mitrailleuse. C'est une mitrailleuse 1951 qui tire 1000 coups par minute. Selon les mêmes principes que le canon que nous avons vu tout à l'heure, elle peut tirer par beau temps, de nuit, par temps de brouillard, grâce au panorama identique à celui qu'on a sur le canon. Et surtout, cette mitrailleuse peut, si besoin est, tirer sur le contre-ouvrage du J qui se trouve à peu près à 1000 mètres au sommet d'une colline. En fortification, les ouvrages doivent pouvoir se soutenir les uns les autres. Le Châtelat tire sur le J tire sur l'entrée du Châtelat si des ennemis se trouvaient dans ce secteur. C'est une mitrailleuse qui a déjà servi. Alors c'est une mitrailleuse, elle a sans doute tiré à quelque part, mais ici c'est le même problème qu'avec le canon. Les mesures de sécurité interdisent tout tir. Alors est-ce qu'on l'a déplacé parce que c'est relativement léger à l'ouvrage d'instruction des grands jets? C'est possible parce que les équipages étaient bien entendu entraînés au maniement de la mitrailleuse qui est quand même relativement complexe, il faut un certain entraînement. Il y avait pas les enfants. Non, non. On se trouve au bas de la sortie de secours. En cas de besoin, il fallait que l'équipage puisse évacuer discrètement l'ouvrage. Eh bien, ce puits, qui a à peu près 16 mètres de hauteur, débouche à un endroit discret dans la nature. Il y a une écoutille qui permet la sortie. Parce que ces équipages, il ne fallait pas qu'ils se considèrent comme sacrifiés, voire comme suicidaires. Alors nous nous trouvons devant un des deux bunkers de ce qu'on appelait à l'époque la garde extérieure du fortin. Un fortin d'infanterie ne pouvait pas se défendre seul, il fallait qu'il y ait des fusiliers dans le terrain pour le protéger. Alors depuis ces bunkers, on voit le village d'Azuel, on voit la route des Rangiers, en particulier la région de la Malcote. Alors cette garde extérieure était surtout un ensemble d'observateurs qui pouvaient déceler des mouvements suspects ou des menaces qui pouvaient se produire à court terme. Alors bon, comme toutes les fortifications en Suisse, elles n'ont servi à rien, mais il s'agit bien de penser à la chose suivante, les Allemands connaissaient chaque fortin. On a eu des cartes après la guerre, ils les connaissaient quasiment tous. Les erreurs les plus grandes étaient 200 ou 300 mètres. Incontestablement, ces fortifications ont un effet dissuasif, parce que pour arriver à Delémont, si tout allait bien, il aurait fallu peut-être 2 ou 3 jours. Eh bien, c'est dissuasif, parce que ce n'est pas Delémont qui intéresse, ça serait le plateau, ou bien ils ne voulaient pas. Les Allemands n'avaient pas la possibilité de perdre trop de temps en Suisse, donc ces fortifications ont eu un effet dissuasif. On préfère passer par ailleurs. Notre armée était prête. Elle sut faire respecter notre neutralité. Mais neutralité ne veut pas non plus dire faiblesse.
L'armée suisse est forte et se fortifie sans cesse pour répondre à sa mission. Soumise pendant 12 mois à un entraînement intensif, elle est prête à la défense de notre pays. Alors, au Fortin du Châtelet, il y avait 13 hommes, commandés par un sergent, mais comme on n'a jamais eu d'alerte rouge, ils n'ont jamais été les 13 dans l'ouvrage, il y avait des relèves, et on pourrait dire qu'il y en avait 4 ou 5 qui étaient dans l'ouvrage et que les autres se reposaient, se rétablissaient ou se douchaient. On imagine au restaurant des Mallettes, qui n'est pas très loin d'ici, à quelques centaines de mètres. Alors, comme les installations sanitaires sont inexistantes, une partie d'équipage pouvait rester peut-être 2-3 jours, après il fallait une relève, et il devait être ravitaillé de l'extérieur parce qu'il n'y avait pas les moyens de faire des repas chauds avec les installations de l'ouvrage. C'est un petit ouvrage, contrairement au Grand des Alpes, qui avait tout le confort qu'on pourrait qualifier de moderne. On se trouve devant la centrale téléphonique, donc tous les forts du secteur des rangées sont reliés par des fils téléphoniques. Cette centrale est postérieure à la Seconde Guerre mondiale, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait toujours ce système de fiches bananes que les PTT utilisaient également dans la vie civile. Voilà, ça c'est la chambre du commandant, donc le sergent, qui est le seul à avoir un local privé, si je peux utiliser cette expression. Puis vous voyez, dans cette chambre, la tenue que les soldats suisses avaient en 39-45, le casque, la capote et surtout les gros grades. Quand on était sergent, on était quelqu'un à l'époque. C'est la dimension du grade qui l'indiquait. Les gens, nous souhaitons qu'ils viennent voir un patrimoine qui est précieux, qui ressemble un peu aux châteaux forts du Moyen-Âge, mais des châteaux forts du XXe siècle, et qu'ils puissent constater l'effort qui a été fait pour défendre les frontières de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre froide, jusque dans les années 90, où on jugeait nécessaire de garder la frontière avec des ouvrages fortifiés, permanents et bétonnés. Sachons conserver nos biens les plus précieux, notre liberté, notre indépendance, la fraternité des races, des langues, des religions, la beauté et la richesse de la terre helvétique.